Nous vous proposons de retrouver dans un instant une rencontre avec l'auteur et traducteur André Markovitch autour de la langue de Pouchkine et de son livre Un an de guerre, rassemblant ses chroniques sur la guerre en Ukraine, paru aux éditions Mesure, enregistré dans le cadre de la 8e édition du festival L'Histoire à venir, qui se tenait du 15 au 18 mai 2025 à Toulouse et la région Occitanie autour de la thématique À l'écoute. Et merci à vous d'être là ce soir. Merci aux équipes du festival et merci à Hélène Cardona qui est notre attachée de presse tout le reste de l'année et qui fait un travail formidable aussi. Alors, il nous a semblé, cher André, que vous étiez la personne la plus indiquée pour venir parler ou ouvrir ce festival sur le thème à l'écoute parce que vous avez une actualité, une double actualité. Vient de paraître aux éditions Plon ce dictionnaire amoureux de Pouchkine, qui va animer toute la première partie de notre rencontre. Donc là, on va parler de poésie, poésie russe évidemment, et dans un deuxième temps, que vous publiez aux éditions Mesure, qui est votre maison d'édition que vous avez montée avec Françoise Morvan, un volume qui s'appelle Un an de guerre, qui fait partie de cette série qui s'appelle Partage, et qui sont les textes que vous publiez au quotidien sur les réseaux sociaux. Et là, donc, c'est 2022, donc ce sera sur la guerre en Ukraine. C'est un bouquin lourd. À plus d'un titre. Oui. Alors, je finis juste par vous présenter, mais est-ce que c'est bien nécessaire, André ? Vous êtes un de nos plus grands traducteurs contemporains. Tout Dostoïevski, le théâtre de Tchekhov, Akhmatova. Tchekhov avec Françoise. Mais de Mandelstam, Gogol, Bulgakov, évidemment, le Maître et Marguerite, Tsvetaeva, des pièces de théâtre de Shakespeare, les sonnets, on va parler un petit peu des sonnets. Voilà, on va commencer par, alors, autour de Pouchkine, cette idée d'être à l'écoute, parce que je crois que ce qui vous caractérise en premier, c'est que vos traductions, et notamment celle de Pouchkine, ce sont des traductions de poètes. Et vous dites au début du dictionnaire amoureux qu'on vous avait proposé de faire un dictionnaire amoureux de la littérature russe, qui n'était pas possible, peut-être en tout cas en un volume, et que vous avez préféré faire Pouchkine, parce que Pouchkine, c'est la structure, c'est le noyau de la littérature russe. En fait, moi j'ai commencé par traduire Pouchkine. Mais, извините, а кто тут говорит по-русски? Vous comprenez ce que j'ai demandé? Oui. J'ai demandé qui parle russe. Pour toute personne qui parle russe, quand on lui pose la question quel est votre poète préféré, c'est une question stupide. C'est une question stupide. Parce que, évidemment, c'est Pouchkine. Mais ça prouve que juste vous comprenez rien si vous posez cette question-là. Pouchkine est à la base de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à la base de tout, qu'un écrivain soit à la base de toute la vie culturelle, mais pas que de la vie culturelle, de la vie affective, de toute une série d'expressions. Je ne sais pas, y a une lampe qui tombe en panne, qui grille, une ampoule qui grille, et il n'y a personne pour la réparer. En russe, on demande à кто починит Пушкин. Qui c'est qui va réparer? C'est Pouchkine. Donc ça veut dire, qui c'est qui va réparer? C'est personne. En français, on dirait, je ne sais pas, Toto ou le pape. Mais en même temps, il n'existe pas d'écrivain, de poète en Russie, qui n'ait pas écrit quelque chose sur Pouchkine. Il n'y en a juste pas. Ça veut dire qu'il est aussi tout. Et c'est ce que disait un grand critique, un grand poète de la génération d'après, Pouchkine, Apollon Grigoriev. Pouchkine est наше всё. Pouchkine, c'est notre tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'ai d'abord appris à parler russe. Mais je n'ai pas appris à parler russe.
j'ai appris les Pouchkine. Parce que ma grand-mère ne chantait pas pour me bercer. Elle ne chantait pas. Donc elle me disait les contes de Pouchkine. Et quand j'avais 2 ans et demi, j'étais capable de dire pendant une bonne heure des contes de Pouchkine par cœur. C'est-à-dire que c'est à la base, c'est ça qui fait la vie même. Tout le reste, absolument, tout le reste est, comment vous dire, un incident annexe. Tout le reste. Et donc, j'ai commencé à traduire Pouchkine avec Efimetkin quand j'avais 16 ans. Et puis pendant longtemps, et j'ai commencé à traduire Eugène Onegin, qui est le plus grand livre jamais écrit en russe. Point. Et je dis ça en ayant traduit tout Dostoïevski, et c'est pas pour dire que Dostoïevski n'est pas bien. Mais Eugène Onegin est le plus grand livre jamais écrit en russe. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Et si vous ne lisez pas Eugène Onegin, vous ne lisez rien de russe. Je le dis d'une façon très simple, très claire. Et donc, j'ai commencé ça. Pendant longtemps, j'ai su que je ne savais pas. Et puis à un certain moment, j'ai pu commencer à traduire Eugène Onegin vraiment. En fait, grâce à Françoise, parce qu'on était dans le train et je me récitais Eugène Onegin en russe. Et puis à un certain moment, j'ai senti que je me le récitais en français. Et j'ai dit à Françoise, Françoise m'a laissé murmurer pendant un certain nombre d'heures, sans me poser de questions. Puis après, je lui ai dit, pas lu, dit une strophe. Je lui ai dit, ah, c'est bien. Et j'ai continué comme ça, grâce à elle. Et j'ai fait ça. Et après, bon voilà, ça a continué. Et après, eh ben, on m'a proposé ce dictionnaire de la littérature russe. Mais évidemment, il y a plein d'écrivains, un dictionnaire amoureux de la littérature russe. Mais il y a plein d'écrivains russes dont je ne suis pas amoureux du tout. Et plein que je ne connais pas. Or, Pouchkine est un miroir de tout. Et donc, parler de Pouchkine, ça permet aussi de parler de plein d'écrivains, de plein d'œuvres, de plein de sujets. Et c'est comme ça que, petit à petit, d'article en article, j'ai fait ce dictionnaire. Voilà. Parce que, alors, il y a un moment, vous prenez aussi cette image qui est une des entrées du dictionnaire, c'est que c'est l'entrée sur la maison. Et vous dites que la littérature russe est une maison, avec au centre Pouchkine, et puis des correspondances. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve dans un poème d'Akhmatova, chez Bulgakov, des éléments qui sont puisés directement dans Pouchkine. C'est-à-dire, le mot « dom » en russe, la maison, c'est un mot central. C'est Pouchkine qui a énoncé pour la première fois, il n'a pas énoncé directement, mais il l'a dit, qu'il y avait 2 éléments, en russe on dit stihi, c'est-à-dire 2 éléments premiers, 2 éléments originels en quelque sorte, qui traversent toute la Russie. Le premier, c'est l'Empire. Qu'il soit grand, monstrueux, généralement, il est pas généralement, il est absolument monstrueux. Mais il se part de grandeur. Et ce qui caractérise l'Empire, c'est que, par définition, il ne prend pas en compte la dimension de l'individu. On dit en russe « les rubят щепки летят ». Ça veut dire on coupe un bois, il y a des copeaux qui volent. C'est pas grave. Quand Pierre le Grand a construit Pétersbourg, il l'a construit sur des marécages. Il a fait construire par des esclaves, des centaines de milliers
de gens sont morts. C'est pas grave. Et donc, il y a l'Empire. Et face à l'Empire, ou pas face à l'Empire, à côté de l'Empire, ou pas à côté de l'Empire, mais quelque part, il y a ce que Pouchkine appelle dôme, ou ce qu'il appelle en français ma maison. C'est-à-dire le lieu où l'Empire est censé ne pas pénétrer. La vie privée. La poésie. La vie privée. La vie privée. Et donc la poésie, mais pas que. Parce que la poésie peut être une poésie d'Empire. Ah oui, oui. Oui. Non. Voilà. Pouchkine s'est battu en duel, et battu en duel contre un Français, parce que ce Français ne comprenait pas qui était Pouchkine. Mais c'est la raison. Aucun Russe n'acceptait de se battre contre Pouchkine. Quand il a compris que le tsar lisait les lettres qu'il avait écrites à sa femme. À partir de ce moment, il n'y avait plus de maison possible. Et il n'y avait plus que soit la mort, soit l'exil. Parce que je ne suis pas du tout persuadé que quand Pouchkine s'est battu en duel contre Dantès, il voulait se suicider. Il y avait je pense qu'il n'aurait rien eu contre tuer cet imbécile qu'était Dantès. Mais ça aurait signifié quitter Pétersbourg. Voilà. La maison est le centre pas de la pensée, du cœur, de la chair de Pouchkine. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que le Maître et Marguerite qu'on a traduit avec Françoise ? Quand le diable, qui est un roman, qui n'a pas lu le Maître et Marguerite ? Il y a déjà 2 livres que vous devez absolument lire. Et qui sont là. Il n'y a aucun problème sur ça. Voilà. Le diable arrive à Moscou et dit « Je trouve Moscou changé à cause de la question logement. » Parce qu'il n'y a plus d'appartements privés, il n'y a plus de maisons privées, il n'y a que des appartements communautaires. Qu'est-ce que veut dire un appartement communautaire ? Ça veut dire que tu n'as plus de vie privée, intime. Tout ce que tu fais, absolument tout, est vu par les voisins. C'était la base de la vie soviétique. Voilà. Et c'est la même chose chez Akhmatova, qui parle dans les élégies du Nord, qui n'a pas lu... Voilà, qui parle de ça. Que nous sommes dans une maison qui n'est plus à nous. Dans laquelle nous ne sommes même pas des locataires. Et ce est une des directions de mon travail. Et justement de montrer pas simplement ça chez Pouchkine, mais ça aussi chez Akhmatova, ça aussi chez Mandelstam, chez plein... Ou, par exemple, ce poète extraordinaire, Daniel Harms, qu'on a publié aux éditions Mesure, et qui dit exactement la même chose. Sachant en plus que, et pour moi, et pour Françoise, tout ce qu'elle écrit est centré sur la maison, sa maison natale. Et c'est la même chose pour Tchekhov, qui ne parle que de ça, de la maison. Et moi, toute ma vie vient d'une pièce dans un appartement communautaire qui était celui de ma grand-mère. Tout ce que je fais, c'est traduire la bibliothèque de ma grand-mère. Parce que les meubles, ça pèse, mais les livres, ils existent. Ils sont là. J'aimerais qu'on prolonge un petit peu sur cette idée alors, que vous avez esquissée avec Pouchkine, parce que là aussi, il me semble que c'est les fondements que la littérature russe, elle se fonde sur ça, sur cette question, 1, de la censure et 2, de l'exil, parce que Pouchkine les a vécus, les deux, la censure et l'exil, à plusieurs reprises.
Et c'est une constante, même encore aujourd'hui en réalité. Mais bon, ça, on ne va pas aller jusqu'à... mais voilà, j'aimerais que vous entendiez sur ça aussi, s'il vous plaît. Le problème est que l'Empire est partout. Et que le propre de l'Empire est d'empêcher la maison. Parce que l'Empire n'a que sa propre maison, qui est l'Empire, au sens géographique du terme. Voilà. Et donc la censure, en Russie, elle est constante. Les lois ont évolué, mais les codes, j'en parle aussi dans ce dictionnaire, les codes de la censure ont évolué, mais la bêtise, elle est là. C'est la même. Pouchkine a publié dans sa vie, un tiers de ce qu'il a écrit. Un autre tiers, il a considéré que ce n'était pas la peine de publier pour toutes sortes de raisons X et Y, dont celle-là, mais pas que. Et puis, je consacre un article à ce que j'appelle les fragments. Il y a des poèmes que Pouchkine n'a même pas finis. C'est-à-dire qu'il les a écrits, ils sont finis, mais il ne les a pas recopiés. Parce que s'il les avait recopiés, ça pouvait valoir la Sibérie. Et ces poèmes-là sont absolument extraordinaires. Voilà. Et donc, on vit toujours sous le regard et évidemment, maintenant, c'est exact. On revient à cet empire monstrueux qu'est l'empire de Poutine, qui est Nicolas Ier plus la mafia. Et qui définit la pègre, il n'y a pas d'autre mot, la pègre qui est au pouvoir à Moscou. Et voilà. Et c'est aussi une chose, comment vous dire, très importante pour moi, que j'écrivais ce dictionnaire en 22-23. J'écris sur Facebook. Je tiens sur Facebook un journal ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire un journal ouvert? C'est-à-dire pas un journal intime, un journal de travail. Depuis 2013, tous les 2 jours, sans interruption. Sauf, mais vraiment, tous les 2 jours. Qu'est-ce que c'est qu'un journal de travail? Ce n'est pas simplement le journal de mon travail de traducteur. C'est le journal d'un homme. Je veux dire de quelqu'un qui regarde d'une façon ou d'une autre ce qui se passe autour de lui, quoi. Et j'ai cette chance, cette richesse de pouvoir regarder ce qui se passe en Russie, de pouvoir comprendre ce qui se passe en Russie, et je pense de pouvoir comprendre les sous-entendus. Et depuis 2013, je parle du nationalisme de Poutine. Le nationalisme de Poutine n'est pas le seul nationalisme que je dénonce. Je dénonce absolument tous les nationalismes sans aucune exception. Sans aucune exception. Aucune. Voilà. Et je suis la progression, je suivais la progression de ce nationalisme de ressentiment militariste, obscurantiste, qui montait tout le temps en Russie. J'en ai parlé. J'avais un appartement à Pétersbourg que j'ai, pour essayer de racheter, de ramener les meubles, enfin, de ma grand-mère, enfin bon bref, que j'ai revendu parce que c'était plus du tout possible de respirer pour moi là-bas. Tu avais l'impression, et c'était en 2017, que tu respirais la haine. C'était juste plus possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Mesure avec l'argent de cet appartement. Mais ça, on en parlera après. Voilà. Et en février 22, il se trouve que j'avais le Covid. Et donc, j'étais dans le brouillard total. J'écrivais quand même.
j'étais dans le brouillard total. Et dans la nuit du 22 février, le 23 février, j'ai vu la guerre. J'y croyais pas. Alors que, mon Dieu, tout le disait. Et dans une espèce de je sais pas quoi, en russe on dit de chat, de brouillard de fièvre, quoi. J'ai vu les chars russes qui traversaient la Srizé. Il se trouve que réellement, les chars sont passés. On ne sait pas où elle est, la Srizé. Mais c'est là, c'est dans ces régions d'Ukraine qui sont aux limites de la Russie totalement russe. Tchekhov lui-même était, je ne sais pas s'il était ukrainien ou russe ou il parlait ukrainien. Et voilà. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi ça m'a tellement bouleversé? Parce que Tchekhov est un écrivain non idéologique. Il ne vous explique pas comment il faut vivre. Il ne vous donne pas de solution. Il vous dit regardez. Et le nationalisme vous explique voilà comment il faut vivre. C'est nous et pas vous. Et à partir de ce moment-là, il ne pouvait y avoir qu'une haine monstrueuse, entièrement de la faute de Poutine, entièrement de la faute de Poutine, entre les Ukrainiens et les Russes. Poutine est 100% responsable de ça. Mais cette haine, elle tue aussi Tchekhov. Elle tue des centaines de milliers de gens. Elle détruit tout. Et l'armée de Poutine détruit, ravage tout le pays. Et je passais des journées et des journées à décrire comment et comment il détruisait. Et à parler d'une des choses fondamentales dont personne, finalement, ne parle trop. C'est que, je peux en parler, je parle de ça. Parce que fin mars 22, on a vu paraître sur l'agence RIA Novosti, qui est en gros l'agence officielle. Pas tout à fait, enfin bon, bref. Un article d'un type qui s'appelle Timofey Sergeyevtsev, que je ne connaissais pas du tout. Et ce type expliquait qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'Ukraine. Et il expliquait que, d'abord, pourquoi il fallait faire la guerre, et qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Et il expliquait que, d'abord, l'Ukraine n'existait pas, que l'Ukraine, c'était la Russie, mais que les Ukrainiens ne comprenaient pas qu'ils étaient russes. Donc, que c'était des traîtres. Donc, qu'il fallait d'abord, et c'était dit en toutes lettres, éliminer les élites. C'était écrit en toutes lettres. Éliminer les élites. Ensuite, il fallait rééduquer la population. Et c'est encore une fois une citation. Rééduquer la population. Qu'est-ce que veut dire rééduquer la population? La laisser pendant une génération entièrement dépendante de l'aide que lui fournirait la Russie. Ne rien reconstruire. Ne rien reconstruire. Pour que pendant une génération, les gens comprennent, aient le temps de comprendre que c'était les Russes qui donnaient à manger. C'était écrit. C'est-à-dire que cette doctrine Sergeyevtsev était exactement la doctrine des Allemands vis-à-vis, non pas des Juifs, mais des Polonais, par exemple. C'est-à-dire des populations occupées, pas en Europe occidentale, mais en Europe orientale. C'est-à-dire qu'il y avait qu'au nom d'un soi-disant nazisme ukrainien, on pourrait discuter de ça, parce que de fait, il y a eu une réhabilitation sous Poroshenko et sous les autres des nationalistes ukrainiens qui, de fait, étaient des collaborateurs. C'est indiscutable. Il y a eu ce que j'ai appelé un retournement ontologique.
la nation qui a contribué le plus à la victoire sur l'hitlérisme reprenait spécifiquement une doctrine hitlériste. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant. Indépendamment de toutes les destructions, et je dis indépendamment, mais vous comprenez bien l'horreur de ce que je dis. Et je ne parle pas de l'emploi systématique de la torture. Systématique. Dans les régions occupées. Et vis-à-vis des prisonniers de guerre. Et pas que des prisonniers de guerre. Des déplacements de population. Et des déplacements de population. Et des enfants, ouais. Voilà, et des enfants. Et du rapt des enfants. Et la chose monstrueuse est qu'on ne sait pas combien. Les Russes eux-mêmes disent 300 000. Mais qui ne sont pas des rapts pour les Russes, puisque c'est des enfants russes. Puisqu'il n'y a pas d'Ukrainiens. Et donc, ce qui était pour moi terrible, c'était d'écrire les deux livres à la fois. Parce que je me faisais agresser par les poutiniens et agresser par les nationalistes ukrainiens qui disaient que tout ce qui vient de Russie est monstrueux, scandaleux, doit être rejeté, etc., etc., etc. Et moi, je me sentais, comment vous dire, comme un écrivain juif allemand sous Hitler. C'était ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit les deux livres à la fois et que je tiens absolument. Mais là, pour le coup, ce n'est pas une blague que vous lisiez les deux. Pas l'un ou l'autre. Les deux. Je vous demande, comment vous dire, beaucoup de sous, etc. Mais là, pour le coup, sérieusement, c'est ça. Parce qu'il y a les deux. Il y a d'un côté Pouchkine et de l'autre. Et puis, je parle aussi d'autres choses. À un certain moment, en juin, on a reçu, Françoise et moi, un prix de la SACD pour la traduction, machin truc, bon bref. Et donc, on va à la SACD pour recevoir le prix. Non, d'abord, je vous raconte une autre chose. Les éditions Mesure, dans la saison 22, ont publié un recueil d'une poète, Kari Unksova, que personne ne connaît, qui était une des figures quasiment légendaires, mythiques du underground soviétique, et qui a été tuée, assassinée en 1983 par le KGB. Le mari de Kari Unksova m'avait confié des manuscrits. Pendant 30 ans, j'ai essayé de faire publier ça. Personne trop s'intéressait, ce sont la poésie qui s'intéresse. Et donc, aux éditions Mesure, on l'a publié en bilingue. Et on devait, et donc c'était prévu bien à l'avance, inaugurer le livre dans une grande bibliothèque publique, pour dire les choses, à Strasbourg, dans la grande bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et j'ai reçu un coup de fil du bibliothécaire qui disait « on ne va pas le faire parce qu'elle est russe ». Et c'était confondre l'assassin et l'assassiné. Le truc monstrueux de cette histoire, c'est pas simplement ça, c'est que le bibliothécaire lui-même est d'origine russe. Non, mais pour vous dire les choses. Ils se sont excusés après, et on a fait la soirée. Mais je le dis, voilà. Et en mai, on était à la SACD, et là, il y avait un mouvement de solidarité avec les metteurs en scène, le théâtre ukrainien, parce que les théâtres sont détruits, etc. Le théâtre de Mariupol, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Et ce metteur en scène, on se met à parler russe. Moi, je ne parle pas ukrainien, enfin, je parle pas ukrainien, je parle russe. Et il me dit, mais de toute façon, il ne faut pas monter Tchekhov. Il ne faut pas monter Tchekhov, pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de personnage positif chez Tchekhov. Ils sont tous faibles. Ils ont tous une âme d'esclave. Les Russes, c'est des esclaves. Tous. Parce que s'ils n'étaient pas des esclaves, ils ne supporteraient pas ce qui se passe. Je ne vais pas poser la question de savoir comment font les Chinois. Ça doit être aussi des milliards d'esclaves. Mais on en est là. Et l'essentiel pour moi est de dénoncer et Poutine et ça. C'est-à-dire que le fait que tu es une victime ne te rend pas innocent. Et c'est monstrueux de dire ça comme ça. Voilà. Bien, on va essayer de rebondir sur tout ça. Non, alors on va rester un peu plus alors dans. Je mélange les deux, mais oui, pas de problème. On va rester un peu sur un an de guerre parce qu'il y a quelque chose en 2022 que vous montrez bien au fur et à mesure des mois qui passent dans la guerre en Ukraine, c'est l'état de la désinformation en Russie. Et ça, j'aimerais bien que vous nous disiez. Alors, en 2022, on en a tous plus ou moins entendu parler. Et puis, petit à petit, moi, j'ai l'impression qu'on a beau se tenir au courant, nous, ici en France, mais que malgré tout, il s'est installé un mur absolument opaque derrière la frontière et qu'on ne sait plus ce qui se passe réellement en Russie au quotidien et où en est la désinformation. Et voilà. Oui, c'est une question complexe parce que en gros, les gens peuvent savoir parce qu'il y a Internet quand même. Bien sûr, il n'y a pas Google, enfin, il n'y a pas, on coupe tout. Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La Russie est un pays du tiers-monde, dans lequel 80% de la population vit dans une misère noire. S'il y a tellement de gens qui s'inscrivent, qui sont volontaires pour entrer à la guerre, pour faire la guerre. L'armée russe, je fais une parenthèse, mais c'est pas une parenthèse. Qu'est-ce que c'est l'armée russe ? C'est pas, il y a eu, justement, j'en parle je sais plus, en juin ou je sais plus en octobre 22. Il y a eu un appel à 300 000 conscrits, qui a été une catastrophe. Une catastrophe non seulement parce que c'était clair qu'ils n'avaient pas les moyens juste d'équiper les gens, mais juste de leur donner des fusils. Il n'y avait pas juste les moyens de ça. Mais ça a fait fuir à peu près 2 millions de personnes. Mais qui a fui ? Les gens qui pouvaient. Et qui pouvaient ? Eh bien, les classes moyennes. Les cadres. Les étudiants qui allaient finir leurs études et qui risquaient de se retrouver à l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de cadres absolument terrible. Et donc, ne s'inscrivent à l'armée que les gens qui n'ont que ce moyen-là pour gagner de l'argent. Et c'est tout. Et le sujet et le souci des gens, je suis désolé de le dire, c'est pas la guerre d'Ukraine. C'est la misère. C'est simplement la misère, la survie. Parce que quand Poutine dit qu'on parle, le parti de Poutine, c'est Russie unie. On a l'impression qu'il réunit la Russie. Mais c'est absolument pas vrai. La Russie est un pays féodal qui a des fiefs dans lesquels chaque gouverneur fait à peu près ce qu'il veut à partir du moment où réellement il donne, je ne sais plus, de 10 ou 15% de ce qu'il prend, lui, comme corruption, à Moscou. Et il y a un service dédié à ça, à la direction de la présidence à Moscou. Il y a un type qui s'occupe de calculer ça. Voilà. Et donc, les gens, ils sont en gros. La guerre, elle commence simplement à arriver maintenant. Après, il y a évidemment toute cette propagande
sur nous, les Russes, contre les autres. Et la question est, qui sont les autres? Et ça, c'était dit aussi dès le début. Vladimir Solovyov, qui est un des grands propagandistes de Poutine, et j'en parle dans Un an de guerre, a dit dès le mois de mars, mais ils sont idiots, les Occidentaux. Ils ne comprennent pas que l'Ukraine est une étape intermédiaire. Qu'est-ce que voulait dire Solovyov? Il ne voulait pas dire que les chars russes seront sur les Champs-Élysées. Il voulait dire que la guerre était la première étape d'une guerre contre l'idée de démocratie, contre l'idée de l'importance de l'individu. Et c'est un plan qui se développe au fur et à mesure des années. En 22, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un plan de faire élire Trump. Mais c'est la suite. Et bon, je ne parle pas du reste, etc. Mais voilà. C'est un plan. En 22, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Mais là, pour la saison 7, donc, qui va paraître en... Enfin, vous avez du bois, là qui va paraître en janvier 26, un des livres dont on sait qu'on va le faire, c'est la deuxième année de mes chroniques de guerre ukrainienne, de l'année 23, et ça s'appelle L'an 2 du Nouveau Monde. L'an 2 du Nouveau Monde. Voilà. Et ça parle de ça. Alors, il y a on est le 10 mars, donc c'est très tôt. Je vais lire un petit paragraphe qui conclut un billet. Nous vivons des moments terrifiants. Pourtant, jamais nous n'avons été plus proches de changements majeurs. Et le peuple ukrainien, par son courage inouï, non seulement continue de tenir tête, on est le 10 mars, mais fait bien autre chose, à son corps défendant, c'est le cas de le dire. Il lutte aussi pour libérer les Russes, parce qu'il faut faire tomber Poutine, il faut qu'il parte ou qu'il meure, il faut que la Russie change. L'Ukraine, je veux le croire, libérera la Russie. Alors, il y a un truc qui est intéressant à lire ça aujourd'hui, en 2025, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'un an de guerre, c'est de voir la distance parcourue et de quoi on part. Et alors ça, cette idée-là, où est-ce qu'on en est? Alors, et j'écris ça parce que je voyais l'état de l'armée russe, oui, qui était stupéfiant. Et je n'imaginais pas que les Alliés n'allaient pas aider l'Ukraine. Or, et je continue à penser... du coup, le Seuil m'a demandé un petit libelle. Vous savez, voilà. Et voilà, suite à cette chronique. Et je continue à penser que la seule façon de libérer la Russie, c'est que la Russie soit vaincue militairement dans cette guerre. Or, en mars, après cette chronique-là, comme qui dirait l'autre, notre président ne lisait pas mes chroniques, notre président a dit il ne faut pas humilier la Russie. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui flottait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et en fait, maintenant, et je passais mon temps depuis sur Facebook, et après il y a plein d'autres, et pas après, en même temps, il y a plein d'autres, experts qui disent la même chose, que l'Occident envoyait une aide qui ne permettait pas de gagner, qui permettait de ne pas être écrasé. Pourquoi? Parce qu'entre l'existence de l'Ukraine et le risque d'un effondrement de la Russie avec dispersion de la puissance atomique, il n'y avait pas photo. Et que les plus grands alliés de Poutine, c'est les gouvernements occidentaux.
Parce que les gouvernements, et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que les gouvernements occidentaux considèrent que Poutine est le garant de l'ordre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Si je disparais, c'est le déluge. Ce qui signifie qu'on ne fait aucune confiance et au peuple russe, ni à aucune opposition russe organisée, qu'on a laissé mourir Navalny à cause de ça. Or, Poutine ne comprend que le rapport de force. Parce que Poutine, c'est un mafieux. Mais vraiment, hein, quand je dis c'est un mafieux, c'est pas une métaphore. Hein, Poutine s'est retrouvé au centre parce qu'il était, au KGB, celui qui, arbitrait entre les différents clans. À lui, je donne le port de Leningrad, à lui, je donne le gaz de machin, et ainsi de suite. C'est Poutine qui faisait ça. C'est pour ça qu'il est là. Bon. Et donc, Poutine a fait croire ça. Et Poutine, son objectif, c'est pas l'Ukraine, c'est nous. Du coup, maintenant, par exemple, quand beaucoup trop tard, les gouvernements occidentaux, et pas tous, ont commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et ont essayé de dire, mais on va quand même aider, le pays qui est le plus agressé d'un point de vue informatique, de toutes les façons, c'est la France. C'est la France. Vous n'imaginez pas les flots de saleté que déversent les propagandistes russes sur la France. Pas simplement sur le gouvernement français, mais sur la France. Parce que, d'un seul coup, c'est Macron qui s'est retrouvé au centre d'une espèce de réaction, si tant est qu'il y ait une réaction. Voilà, sur ça, je ne veux pas parler, c'est autre chose. Mais voilà. Et j'étais témoin de... Par exemple, j'étais témoin de ça, que quand les Ukrainiens, en septembre 22, ont lancé une contre-offensive et ont réussi à repousser les Russes, à reprendre Kherson, ils se sont arrêtés. Mais pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que les fournitures d'armes se sont arrêtées. Et elles se sont arrêtées exprès. Et pas que américaines. Et pas que américaines. À cause de ce... Voilà. Il ne faut pas que... Mais bien sûr qu'il faut. Parce que la seule chose que Poutine comprend, c'est la honte. L'horreur du nationalisme, c'est la fierté nationale. Ça veut dire quoi être fier? D'être, je ne sais pas, français, breton, russe, machin. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'on peut jouer sur ça? Sur l'humiliation de cette soi-disant fierté. Voilà. Alors, on s'approche de la fin. J'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu à Pouchkine, même si peut-être au moment des questions, on pourra revenir sur ça. Peut-être qu'on va le faire par le biais d'un... Dans le dictionnaire Pouchkine, il y a une entrée à la lettre P sur la Pologne, avec ce quatrain de Pouchkine. Je vais mal vous le lire en français. La mer russe doit-elle absorber à jamais tous les ruisseaux slavons qui coulent sur sa grève? Où sont-ce les ruisseaux qui tariront la mer? Voilà la question que tranchera le fer. Alors ça, c'est Pouchkine, et on est en 1830. J'ai demandé à Grégory Berthier, le directeur de Plomb, si je pouvais mettre dans un dictionnaire amoureux des choses qui me indignaient de l'auteur. Il m'a dit, mais bien sûr. Et force est d'admettre qu'en 1831, Pouchkine a écrit un certain nombre de poèmes scandaleux. Scandaleux. Et d'ailleurs, étrangement, très mauvais. Mais c'est bizarre. Mais vraiment, très étrange. À la gloire de la répression de la révolte polonaise en 1830-31. J'essaie d'expliquer pourquoi. Et je parle aussi de son amitié avec Mickiewicz.
C'était un grand, grand ami de Mickiewicz. Et Mickiewicz a rompu, pas avec Pouchkine, mais avec la Russie. Et bon, c'est un sujet, je pourrais parler 1 heure de ça. Mais voilà. C'est une honte. Pouchkine a dit plein de choses opposées à ça. Pouchkine considérait que l'Empire était une donnée. Il n'y avait pas à changer l'Empire. C'est-à-dire, pas à changer, à renverser l'Empire. Pouchkine considérait que le pire, c'était une révolution violente. Il disait, Dieu nous garde de voir la révolte populaire, chose aveugle et monstrueuse. Et ça, c'est une des phrases essentielles de La fille du capitaine, de son dernier roman. Qui n'a pas lu? Voilà. Comme quoi, vous voyez... Mais non, en fait, je rigole pas. Parce que chaque livre qu'on fait, mais réellement, est une réponse. On a cette chance, Françoise et moi, de ne pas prendre de commande. De pouvoir ne pas faire des livres qui, sont fortuits dans notre vie. Chaque livre qu'on fait répond à une nécessité vitale. Et donc, de fait, le maître et Marguerite répond à La fille du capitaine. Et La fille du capitaine répond, évidemment, au dictionnaire et aux chroniques. Et par exemple, cette année, aux éditions Mesure, on a publié la 4e prose de Mandelstam. Tout se répond. Voilà. Et je sais pas. Non. Et alors, on va finir sur ça aussi parce que malgré tout, c'est à l'écoute le thème. Et je crois que c'est aussi comme ça. C'est ça votre méthode de traduction, c'est d'être à l'écoute du texte original et d'essayer de restituer le rythme, la rythmique. Alors j'aimerais bien quand même vous entendre parler de trucs, ces mots qui font peur, le tétramètre iambique. Le tétramètre iambique, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Parce que c'est ça la révolution dans la langue de Pouchkine, c'est le tétрамètre. Давайте, те, кто говорит по-русски, я начинаю, а вы продолжите. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-т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 а. Та-т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 а. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Mon oncle, un homme de morale, quand il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant à attendre au chevet d'un mourant. C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a égayé. Lui arranger ses oreillers, compter ses gouttes, l'air languide, et soupirant, penser tout bas, Satan ne te prendra-t-il pas? C'est le début de Jeanne Onegin. Ça, c'est le tétramètre. Et puis, il y a le pentamètre. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Et ça, c'est un vers qui vient en Russie de l'Allemagne et de l'Angleterre. Parce que c'est le vers des romantiques anglais de Wordsworth et c'est le vers de Shakespeare. Le pentamètre iambique, du théâtre. Et c'est, imaginez-vous, le vers qui correspond
au verso sciolto italien, à l'endécasyllabe blanc de Leopardi, de Manzoni, de Foscolo. C'est un vers européen qui n'existe pas en France. Parce qu'en France, il y a eu l'alexandrin. Et moi, je suis un écrivain français à l'oreille russe, ou plutôt un écrivain russe qui écrit en français. Et mon oreille, elle est là. Et quand on a traduit les sonnets de Shakespeare, naturellement, il fallait les traduire dans ce rythme-là. Et avec Françoise, on a traduit tous les sonnets de Shakespeare. Édition mesure. Mais on ne l'a pas, là. Il y est. Il y est. Pas de panique. Bon, bref, voilà. Et Qui ne l'a pas lu? Et comment ça se fait que vous n'avez pas lu nos sonnets? Non mais André, s'il y a plein d'autres traductions, c'est pour ça. Mais voilà. Tu vois. Non, mais... Il y a la traduction d'Yves Bonnefoy. Alors c'est la pire. Non, mais vous savez, je dis ça sans blague. Hein. C'est pas que la pire. Le plus extraordinaire, c'est la préface d'Yves Bonnefoy. Parce que Yves Bonnefoy écrit, mais réellement, que c'est très bien que lui puisse rendre mieux les sonnets de Shakespeare. Parce qu'il est Yves Bonnefoy. Mais il écrit, pas dans ces mots-là, mais quasiment. Il est tellement imbu du fait qu'il est un poète français qu'il fait un grand honneur à Shakespeare de le traduire. Mais je vous jure, c'est ça. Mais c'est monstrueux. Mais c'est comme Marguerite Duras quand elle traduit La Mouette. Tu te dis, mais c'est pas possible. Elle explique que, ouais, elle a compris La Mouette mieux que Tchekhov. Demain, vous parlerez d'Armand Robin, mais Armand Robin, donc, qui est un auteur de Rostronin, centre Bretagne, centre du monde, eh ben, il y a le journal local de Ouest France, hein, et il y a le correspondant local de Ouest France qui voulait dire un bien formidable d'Armand Robin. Parce que c'est quand même l'écrivain local, quoi. Et ben, il a dit, Armand Robin, ses traductions, elles sont plus fidèles que l'original. Mais c'est exactement ce que dit Marguerite Duras. Non, Yourcenar. Duras. Ah, Duras aussi. Duras. Non, pas Yourcenar, Duras. C'est incroyable, cette espèce de suffisance française vis-à-vis des étrangers. Un truc de fou. Ça, il faudrait en parler pendant des heures, mais c'est un truc, mais c'est étonnant. C'est-à-dire, vous comprenez, on peut, mais voilà. Non, mais je dis pas Marguerite Duras est un grand écrivain, etc. Mais non, mais c'est pas ça. Mais vous comprenez, tu lis La Mouette, tu dis, attends, elle dit ça, et c'est pas disqualifiant, tu vois. Et c'est un truc. Tu te dis, oui, parce que et Bonnefoy dit, oui, il y a beaucoup de rhétorique surannée dans les sonnets. Comme s'il fallait qu'un écrivain du XVIe se mette à la mode du XXe pour être lu. Ce qui suppose qu'on sait ce que c'est que la mode du XXe. Mais c'est une folie totale. Et c'est notre grand homme. Et c'est très caractéristique d'une certaine littérature française. On fait l'honneur d'eux. Ils doivent être très contents de nous remercier. Si vous voyez la citation. Vous devriez être plus reconnaissant. Mais c'est la même chose. La même chose. Alors, on va peut-être faire tourner le micro un petit peu. Si vous avez une interrogation spécifique, monsieur. Ouais. Et madame. Et madame. Allez, madame d'abord. Merci infiniment pour vos mots et votre présence. J'ai une question. Ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit de Dôme, de la maison Pouchkine, et surtout qu'aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, un grand nombre des manuscrits de littérature russe sont conservés à Pouchkine Dôme, donc dans cette maison Pouchkine. Et je voulais savoir, moi, ça m'inquiète beaucoup, ce que le sort de cette maison dans la Russie de Poutine, et je voulais savoir voilà, ce que vous en pensiez. Est-ce qu'il y a encore la place pour que ces livres-là respirent et restent en vie? Voilà.
Alors, les manuscrits de toutes... Il y a le Pushkinsky Dom, la maison Pushkin. C'est de fait le centre qui a conservé, dans lequel on conserve tous les manuscrits de Pushkin, qui sont considérés de tout temps comme des trésors nationaux, et donc qui sont en sûreté. Mais je voudrais vous dire un extrait d'un poème d'Alexandre Blok, grand poète, symboliste, et qui s'est laissé mourir en 1921 pour protester contre ce qu'il voyait. Et son dernier poème est un poème qui s'appelle « À l'Académie des sciences », parce que l'Académie des sciences se situait au Пушкинский дом. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Ça veut dire, Pouchkine, nous avons chanté à ta suite la liberté secrète. Tayna Svoboda, c'est une expression de Pouchkine. Justement, pas la liberté politique, mais la liberté secrète, celle qui nous fait vivre. Дай нам руку в непогоду. Tends-nous la main. Непогода, c'est encore un mot de Pouchkine. Ça veut dire littéralement dans le mauvais temps. Mais ça veut dire dans la révolution, dans la tempête. Помоги в немой борьбе. Aide-nous dans la lutte muette. Et ça, la lutte muette, c'est pas du tout une citation de Pouchkine. C'est vraiment un bloc. Et c'est comme ces quatre... Je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce que ça me donne l'occasion de le dire. Ces quatre vers, c'est comme l'emblème de toute la littérature russe et du rôle de Pouchkine dans la littérature. C'est celui qui aide dans la lutte muette. Voilà. Et qui aidera toujours. Il y avait monsieur. Attendez, il y a un jeune homme qui va vous amener le micro, parce que celui-là, il est affreux, en fait. Oui, merci pour tout ce que vous avez dit. Question, vous disiez, il faut peut-être que la Russie soit humiliée, qu'elle soit vaincue. Or, en fait, alors, sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas un spécialiste, la Russie n'a jamais été vaincue. Enfin, en tout cas, dans l'histoire récente. Pendant la guerre de Crimée. Pendant la guerre de Crimée. Mais si. D'accord, donc en fait, c'est possible. Et ma seconde question, c'est, donc vous prenez des positions très claires par rapport à la Russie poutinienne. Est-ce que ça ne vous attire pas d'ennui de la part de certains milieux, disons... Je reçois de temps en temps un certain nombre de noms d'oiseaux. Je reçois de temps en temps des menaces, mais elles sont sur Facebook. Et j'ai la sagesse d'avoir un emploi du temps très plein qui m'interdit toute velléité de vouloir retourner en Russie. J'ai répondu à votre question. Andrei Markovitch, merci beaucoup pour votre traduction. Excusez-moi parce que j'ai froid, du coup je tremble. Du coup, merci beaucoup pour votre traduction, grâce à laquelle les Français peuvent se rapprocher de la culture russe. Et ma question porte sur Bulgakov, parce que je sais que vous avez traduit Le Maître et Marguerite. Et du coup, est-ce que vous avez traduit aussi La Garde Blanche? Je n'ai pas traduit La Garde... Alors, on a traduit Le Maître et Marguerite avec Françoise Morvan. Et j'en profite pour dire que sans Françoise, je n'aurais pas traduit. J'étais me sens juste incapable, et Françoise a permis de prendre de la distance. Parce que c'était un texte, pour moi, Le Maître et Marguerite, qui était trop personnel. C'était le texte que... En fait, le seul texte en russe que mon père, qui est un juif polonais comme tout le monde, mais pas russe, avait lu en russe. Voilà. Et c'est grâce à Françoise qu'on l'a fait. J'ai traduit le Maître et Marguerite, et j'ai traduit aussi aux éditions Mesure Birk, une pièce magnifique sur l'exil. Birk, ça a été traduit par la fuite. Mais ce n'est pas la fuite, c'est une course. C'est aussi la course du temps, la course dans le néant de l'exil. Et qu'on a publié cette saison aux éditions Mesure. Mais voilà. Mais j'ai publié. Je voulais traduire Le Maître et Marguerite justement à cause de cette ligne Gogol, Pouchkine, Akhmatova, et surtout Le Maître et Marguerite. Dans Le Maître et Marguerite, le personnage du maître
moi, il me semble que c'est Ossip Mandelstam. Et j'ai traduit la quatrième prose de Ossip Mandelstam, qui est que le maître, la langue de la quatrième prose, c'est la langue du maître, dans Le Maître et Marguerite. Vous verrez, si ça vous intéresse, c'est vraiment ça. Sachant que Bulgakov et Mandelstam étaient voisins de palier à un certain moment. Et alors, Bulgakov avait un respect religieux de Mandelstam et il n'osait pas trop lui parler. Parce que Mandelstam, c'était... Mais quand même, ils se parlaient par leur épouse, ils se croisaient dans la rue, sans doute ils se parlaient, et puis les deux étaient profondément attachés et très proches d'Anna Akhmatova. Et donc, voilà. Et j'ai traduit aussi les élégies du Nord d'Anna Akhmatova. Voilà. Et je voulais un peu continuer parce que j'ai lu récemment La Garde Blanche et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens avec ce que vous aviez dit, notamment par exemple au centre de ce roman de Bulgakov. Il y a le soulèvement nationaliste ukrainien à Kiev et que Bulgakov a vécu parce qu'il est né à Kiev. Et donc c'est le soulèvement paysan ukrainien en 1918 sous la direction de Simon Pétlura. Et il y a aussi beaucoup de citations de Pouchkine et La fille du capitaine notamment. Et aussi il y a des phrases qui m'ont un peu frappée parce que à plusieurs reprises la voix du narrateur, je ne sais pas, peut-être du personnage, qui dit que viendront les temps quand la fille du capitaine, du coup le roman de Pouchkine, vont être brûlés dans les fours. Et on sait ce que c'est. Mais Bulgakov est maintenant mis à l'index en Ukraine parce que il a condamné les nationalistes ukrainiens de 1918. Bulgakov, c'est un écrivain ukrainien, mais il écrivait en russe, il parlait russe. Et un des malheurs, j'en profite pour le dire, un des crimes de Poutine, c'est d'avoir provoqué la mort de la langue russe en Ukraine. L'Ukraine a toujours été un pays triple. Il y avait l'ukrainien, le russe et le yiddish. Le yiddish a disparu entre 1941 et 1944. 95% de la population juive d'Ukraine a été assassinée. Et pas que par les Allemands. Je veux dire, il est absolument clair que les nationalistes ukrainiens ont pris part au génocide. Et c'est indiscutable. Mais le russe n'est pas obligatoirement la langue des bourreaux. Le russe est aussi la langue des victimes. Et maintenant, la haine est telle que... Voilà. Je rappelle que le feuilleton qui a fait élire Zelensky, qui est extraordinaire, que je recommence à regarder là maintenant, qui est absolument extraordinaire, et dans lequel tout est dit, y compris ce qui se passe maintenant, il était en russe. Et que ça posait aucun problème à personne. Non, mais dans le feuilleton, c'est en russe. Ils utilisent l'ukrainien dans certains moments. Et d'ailleurs, bon, bref, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, mais tout se passe en russe. Alors, juste, je vous rappellerai, si vous voulez prolonger autour du Maître et Marguerite de Bulgakov, André et Françoise étaient venus, donc c'était en 2022, je crois. Il doit y avoir dans les tréfonds du site internet Ombre Blanche le podcast de la discussion. Et je pense que... Déjà, vous dire merci, un grand merci pour Eugène Onegin, pour le Maître et Marguerite, pour beaucoup de choses. Et vous évoquiez en début, en inaugurant cet entretien, juste les contes de Pouchkine, les contes de votre enfance. Et je vous connais une traduction
de la fille du capitaine, de la dame de pique. Je voulais savoir tout simplement si vous aviez traduit ou si vous projetiez traduire les contes d'Ivan Petrovitch Belkin. Alors, quand je parle des contes de Pouchkine, c'est pas du tout cela. Hein. C'est les contes populaires. Je sais pas si je vais traduire Belkin, je sais pas. C'est des nouvelles. Les contes de Belkin, c'est des nouvelles. Mais les contes populaires, c'est le conte du Tsar Sultan, le conte du Tsar Dadon, que j'ai traduit, le conte du Coq d'Or. Je l'ai traduit. Je l'ai publié d'ailleurs sur Facebook. Et après, est-ce que je veux traduire ça? Oui. Est-ce que je peux traduire ça? Hein, c'est autre chose. Et ça fait j'ai 64 ans, donc ça doit faire, je sais pas, 50 ans que je dis que j'ai envie de le faire. Mais gutta cavat lapidem, comme disait Ovide, et on ne sait jamais. Il vous reste donc du pain sur la planche, cher André. Et alors, comment on fait pour les lits? Où on se met? Non, mais bougez pas. Vous allez rester là. On va vous mettre une table. Donc voilà, on va passer à la dédicace. Alors, en tout cas, André, merci beaucoup, infiniment. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la thématique à l'écoute du festival L'Histoire à venir du 15 au 18 mai 2025 à l'initiative de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio.